une manifestation, contactez-nous. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du Bar de l'économie. Florence Sueur au micro, bienvenue et merci à nos fidèles auditeurs. Merci car je dois dire que ce mois-ci, on explose les chiffres et on est très content évidemment. Donc on va continuer sur cette même lancée bien évidemment. Et si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez qu'on intervienne, il ne faut pas hésiter à nous envoyer des petits mails ou à nous contacter sur toutes nos pages via les réseaux sociaux. Alors justement, pour nous écouter en son, c'est toujours pour le moment bardeléconomie.fr. Vous cliquez sur le player et puis sinon en direct vidéo sur toutes les plateformes Facebook, Twitch, YouTube. Vous tapez simplement page Bar de l'économie et vous nous voyez, enfin vous voyez surtout nos invités évidemment, parce que comme d'habitude moi je suis incognito. Alors justement aujourd'hui on va parler de développement économique. Pourquoi on va parler de développement économique? C'est quand même notre sujet et parce que beaucoup d'entre vous ne savent pas que ce sont les communautés d'agglomération qui ont cette compétence et j'ai la chance d'avoir à mes côtés Xavier Aquin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire d'Ermont, ville du Val d'Oise, et vous êtes vous faites partie de la communauté de communes de Valparisis et vous avez en charge le développement économique. Donc, on va voir bien sûr ensemble votre vision pour Ermont, mais on a beaucoup de choses à se dire parce qu'on aimerait aussi connaître votre vision de l'économie, peut-être de la nouvelle économie à venir sur cette communauté d'agglomération. Et puis à vos côtés, tout à l'heure, nous parlerons gastronomie, cuisine, réseaux sociaux avec notre seconde invitée du jour, c'est Marine Roland. Bonjour. Bonjour. Marine Roland, vous avez deux entreprises en fait. C'est ça. Vous êtes une start-upeuse si je puis dire. Vous avez déjà Miam Agency, un joli nom. Tout à fait. Voilà, et on parlera donc de réseaux sociaux ensemble. Et puis vous lancez une toute nouvelle autre entreprise qui s'appelle Fitcom et on verra un petit peu comment justement on travaille en réseaux sociaux, comment on est une influenceuse, j'allais dire, dans un métier spécifique. Mais comme d'habitude, tout d'abord, c'est l'exercice des infos du jour. Et la première info sur laquelle je voulais revenir, c'est la panne des numéros d'urgence. Eh bien, vous avez peut-être entendu les excuses en fait du patron d'Orange, Stéphane Richard. Pas concevable que ce type de dysfonctionnement puisse se reproduire. Il s'est excusé auprès de Gérald Darmanin. Il a assuré que la situation était désormais stabilisée, mais certains départements ont été très impactés plus que d'autres. Et Gérald Darmanin, selon lui, ces dysfonctionnements sont qualifiés de graves et d'inacceptables et pourraient avoir aussi causé la mort d'au moins 3 personnes, dont un bébé de 28 mois. En raison du dysfonctionnement national, les abonnés des opérateurs, en fait Bouygues, Free et SFR, ne pouvaient pas contacter les fameux numéros d'urgence à 2 chiffres ou à 3 chiffres, comme le 15, le 17, le 18, le 112. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces opérateurs privés partagent des lignes, achètent des espaces à Orange et comme Orange a connu une panne, alors voilà ce que je vous propose. Pour joindre les numéros d'urgence, eh bien il faut revenir à nos fameux numéros fixes à 10 chiffres. Donc pour les trouver, eh bien vous devez vous contacter vos préfectures, tout simplement. Vous allez sur les sites des préfectures ou alors sur les pages des réseaux sociaux des préfectures et puis vous pourrez retrouver la liste des numéros. Par exemple, pour le Val d'Oise, les pompiers, c'est le 01 34 35 85 36. Le SAMU, il y a un 06, mais il y a aussi par exemple le 01 30 75 42 fois. Je ne vais pas tous vous les citer, bien sûr, mais la police nationale, c'est du même genre, et la gendarmerie nationale, pareil. Donc, pour les trouver, eh bien, je vais publier le lien. En tout cas, pour le SAMU, je vais le publier sur notre plateforme bardeléconomie.fr et vous allez trouver le lien pour aller sur solidarité-santé.gouv.fr. Là, vous aurez tous les numéros du SAMU de toute la France par département. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est une fiche chez vous avec ces numéros à 10 chiffres, parce que malheureusement, on se rend compte qu'on est complètement lié, et bien sûr, à toute cette société qui se digitalise et à nos fameux téléphones portables. Mais moi, ce que j'en pense, c'est que c'est trop facile de dire on condamne Orange, c'est pas bien. C'est un devoir d'État que d'anticiper et de prévoir tout cela. On n'en a pas beaucoup parlé, mais lorsqu'en mars 2020, Madame Buzyn a dit « Vite, appelez tous le SAMU », le standard du SAMU a sauté. Personne n'en a parlé.
Et là, on aurait dû en tirer les conséquences. J'ai entendu hier une interview très intéressante du professeur Philippe Juvin, qui est le patron des urgences de Pompidou, qui disait justement on ne sait pas tirer les conséquences. Alors après, on va essayer de nous noyer dans il faut un numéro, il faut plusieurs numéros. Vous savez, il y a toute une discussion. Non, le vrai problème de fond, c'est comment on sécurise ces numéros. Donc pour moi, c'est la faute d'Orange, mais c'est surtout une faute de l'État. Merci Xavier Aquin. Je rappelle que vous êtes le maire d'Ermont, en Val d'Oise. Autre info du jour, soutenir les entreprises en situation de fragilité. Je vous en ai un petit peu parlé hier. Ce sont les nouvelles annonces. Donc je vais vous présenter 2 nouvelles annonces et puis je grainerai les autres la semaine prochaine. Alors la première, c'est un accompagnement avec un interlocuteur privilégié. Ça fait partie de l'objectif du plan d'action annoncé par Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances et de la Relance, et d'Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice, car il va y avoir aussi des procédures judiciaires qui évoluent. Alors, leur objectif, c'est accompagner, détecter, orienter, soutenir. Voilà les 4 étapes de ce fameux plan d'action. Donc, la première, l'accompagnement avec un conseiller départemental qui va être nommé à la sortie de crise. Et ce sera un point de contact privilégié destiné à accueillir et à conseiller les entreprises en situation de fragilité et en situation surtout de fragilité financière, parce que bien sûr on a un petit peu peur qu'avec les PGE les entreprises aient du mal à rembourser. Donc il ne faut pas hésiter à contacter évidemment. Alors je ne peux pas encore vous dire comment on va les contacter parce que ça sera égrené un peu plus tard. En tout cas, on va vous tenir au courant. Ensuite, ce numéro d'appel unique pour les entreprises, ce sera le 0806 30 245. Pareil, vous retrouverez tout ça sur notre plateforme dès cet après-midi. Alors, c'est par ailleurs mis en place avec les URSSAF et les services de la DGFiP et ça va vous permettre aux chefs d'entreprise d'être orientés vers les solutions les plus adaptées. Par exemple, aide d'urgence, procédure. Voilà, c'est fait pour ça. Donc retenez bien ce numéro. Xavier Aquin, est-ce que vous allez en faire part dans votre communauté d'agglomération ? Évidemment, nous allons être relais de tout cela. On a un gros travail de proximité avec les entreprises et c'est toujours ce qui m'inquiète un peu sur ces effets d'annonce là. Alors c'est très bien qu'il y ait un conseiller, c'est très bien qu'il y ait un numéro de téléphone et il faut évidemment soutenir tout le monde, mais il faut que quand on appelle, il y ait une réponse, au moins quelqu'un au bout du fil. Et l'agglomération que je représente, Valparisis, a aussi toute une structure qui pourra peut-être être relais. Donc évidemment, toujours aider les entreprises et les entrepreneurs, mais ne leur donnons pas de faux espoirs. Ce qu'il nous faut, c'est du pratico-pratique et du concret. Merci beaucoup pour votre commentaire, Xavier Aquin. Je rappelle que vous êtes le maire d'Ermont. Autre information du jour, c'est la réforme des retraites qui aurait du plomb dans l'aile. En fait, je cite le président de la République, Emmanuel Macron, qui dit « Je ne pense pas que la réforme qui était initialement envisagée puisse être reprise en l'état ». Il a dit ça au 2e jour de sa visite dans le Lot, sans fermer complètement la porte à son retour après sa suspension. Je vous rappelle, c'était en mars 2020, au début de la pandémie Covid. Il a dit, je cite, « Elle était très ambitieuse, extrêmement complexe et du coup porteuse d'inquiétude, en jugeant important de prendre en compte ses peurs et le contexte créé par la crise sanitaire. Je ne pense pas, dit-il, que la réforme qui a été initialement envisagée puisse être reprise en l'état. C'est la mère des réformes pour moi, mais il est trop tôt pour se prononcer sur l'avenir de cette réforme pour laquelle rien n'est exclu, a-t-il ajouté. Je veux voir ce qu'on est prêt à faire collectivement, mais comme la France est déjà un pays où on travaille le moins par rapport à ses voisins, à un moment donné, la question est posée du financement des retraites et donc il faudra la poser à la nation, a-t-il averti. Il a précisé que la priorité actuelle du gouvernement était la reprise d'activité après la crise, mais aussi de voir comment la solidité de nos finances publiques est assurée. Et interrogé par ailleurs sur le non-cumul des mandats des élus, il a souligné être pour un assouplissement. Alors ça, c'est une petite révolution. Qu'est-ce que vous en pensez, Xavier Aquin ? Alors, du deuxième propos ou du premier propos ? Des 2 propos. Alors, le premier, c'est, juste, il y a une élection présidentielle dans un an. Donc, je pense que le problème de fond, il est là. C'est de dire, allez, on reporte ça. Il faudra quand même qu'on s'en empare et qu'on s'en inquiète. Mais il faut du courage et il faut y aller. Donc ça, c'est ma première. Donc vous êtes pour poursuivre la réforme de la retraite ? Alors je suis pour qu'il y ait une réforme des retraites, mais pas celle qui était proposée, parce que je pense qu'on ne peut pas faire le grand écart à longueur de temps.
Donc il faut remettre les choses à plat et vraiment discuter avec les gens qui sont concernés, les gens toujours pareil, les gens du terrain. Il est évident qu'on ne peut pas réfléchir de la même façon sur quelqu'un qui a eu un apprentissage que sur quelqu'un qui a commencé, parce qu'il a fait de longues études, sa profession à 30 ans, par exemple. Donc il y a un vrai travail de fond. Il est évident qu'il faut travailler plus. C'est évident. Après, il doit y avoir des assouplissements, mais il faut qu'on ait un cadre. Il était bien parti, le président de la République, avec Édouard Philippe. Dans les autres pays d'Europe, on sait que l'objectif, c'est d'atteindre 67 bien ans, sûr. en fait. Voilà. Et je pense que la médiane à 65, qui en réalité est souvent ce qui se passe quand on regarde dans les entreprises, est une bonne piste. Donc ça, c'est la première chose. En plus, est-ce que ceux qui sont en bonne santé à 65 ans, est-ce qu'ils ont vraiment envie de s'arrêter? Il y a plein de gens qui n'ont pas envie de s'arrêter. Vous savez, dans ma petite expérience maintenant de maire, moi j'ai plein d'agents qui ont 65 ans et qui ne veulent pas s'arrêter. Après, il y a des choses qu'on pourrait envisager. C'est une cessation progressive. Il y a quelques années, ça existait, de se dire, je pourrais peut-être travailler à mi-temps pour les 2 ans qui restent, avec une part prise en charge et l'autre, je veux rester actif. Je pense que ce sont des dispositifs qui coûteraient moins cher à la collectivité et qui pourraient faire leurs preuves. Donc en fait, plutôt un départ de retraite à la carte, parce que actuellement dans la fonction publique, c'est une obligation de partir à l'âge légal. Alors il y a un âge où on doit s'arrêter. Voilà, un âge où c'est un peu comme dans les hôpitaux. Je discutais avec un très grand professeur de médecine à 68 ans, lui a dit t'as 68 ans, tu dois t'arrêter. C'est comme ça. Lui me disait je me sens tout à fait capable de continuer à travailler. Au résultat, il a été dans le privé. Et donc, oui, je pense qu'il faut vraiment être beaucoup plus pratico-pratique et regarder branche par branche, cas par cas, ce qu'il en est. Quelqu'un qui a fait de la maçonnerie depuis l'âge de 15 ans, évidemment, à 65 ans, physiquement, c'est pas raisonnable de continuer à le faire travailler. Alors, deuxième annonce, cette petite phrase prononcée donc hier par le président de la République, interrogé sur le non-cumul des mandats, qui dit « Je suis pour un assouplissement ». Ça vous paraît... Mais ça me paraît raisonnable et réaliste. L'impression que l'on a quand nous sommes, les élus territoriaux, qui sommes sur le terrain tous les jours, on a quelquefois l'impression que, par exemple, nos parlementaires sont happés par les palais parisiens et qu'ils ont beaucoup de mal à se rendre compte de ce qui se passe sur le terrain. Non pas qu'ils ne le veuillent pas, c'est simplement qu'ils n'y sont pas. Et quand on est maire ou quand on est élu de terrain, eh bien on a la réalité que l'on prend en pleine face, si je puis me permettre, au quotidien. Et qu'il y a des réformes qui sont faites, des lois qui sont votées, qui sont incompréhensibles sur le terrain. Et je suis persuadé que si un grand nombre de parlementaires avaient une expérience territoriale, il y a beaucoup de lois qui ne seraient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. En fait, ce que vous voulez dire, c'est que finalement, en France, on fait compliqué alors qu'on pourrait faire simple, finalement. C'est ça, Xavier Aquin ? C'est exactement ça. Merci pour votre commentaire. Je rappelle que vous êtes le nouveau maire d'Ermont, en Val d'Oise. Autre information nouvelle, c'est la garantie jeune, une nouvelle aide financière pour 1 million de jeunes précaires. Le gouvernement va créer cette nouvelle allocation ça correspond à peu près à 12% des 18 à 25 ans qui pourraient en bénéficier. Pour ce faire, l'État envisage de débloquer 2 milliards d'euros par an. Alors là, c'est une annonce, évidemment, c'est pas encore complètement décidé. D'ailleurs, le nom ne sera peut-être pas celui-là, ce sera peut-être pas garantie jeune. En tout cas, cette aide, appelée provisoirement comme ça, concernera 2 profils, ceux qui n'ont ni d'emploi, ni de diplôme, ni de formation, et ceux qui travaillent de façon précaire. Au total, 1,4 million de jeunes pourraient être concernés, a précisé la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Le président de la République, lui, a déclaré ne pas croire à l'idée qu'on donne de l'argent sans condition, car on a des droits et des devoirs. Donc, cette allocation d'un montant maximum de 500 € fera l'objet d'un accompagnement de manière intensive par des conseillers, par exemple des missions locales ou du Pôle emploi, qui devront leur trouver des formations adaptées pour qu'ils puissent bien sûr se réinsérer, et le jeune devra signer un contrat avec la structure qui l'épaulera. Une question n'a pas été tranchée, c'est durant combien de temps les allocataires pourraient donc en bénéficier. Est-ce qu'il y aura une limite ? Certains parlent de 24 mois, d'autres peut-être moins. Voilà, il faudra donc laisser le président arbitrer avant l'annonce officielle, donc je vous en reparlerai bien sûr quand ce sera décidé. Mais qu'est-ce que vous en pensez, Xavier
Aquin. Est-ce que les jeunes de la ville d'Ermont viennent vous voir avec ces problématiques ? Oui, il y a des jeunes qui viennent nous voir et qui veulent se lancer, qui sont des entrepreneurs, mais pour qui ça paraît très simple de travailler, mais tout ce qui est administratif, ils ont un savoir-faire, et tout ce qui est administratif les noie. Et je crois que c'est là l'enjeu, c'est de ne pas donner une aide comme ça, parce que donner une aide, je ne vais pas dire que c'est facile, mais c'est surtout l'accompagnement, le parrainage, l'éducation, lorsqu'il faut discuter avec l'URSSAF, comment on aborde un banquier, comment on fait un devis, comment on répond à un appel d'offres public. Ça, ce sont des vrais enjeux. Et je crois que c'est là-dessus qu'on doit travailler, les accompagner, les encourager, évidemment. Moi, je suis toujours très méfiant sur les effets d'annonce. Je préfère qu'on nous donne un petit peu le kit avant d'annoncer, pour savoir comment on va pouvoir le déployer. Vous allez dire que c'est une obsession chez moi, mais territorialement parlant, concrètement, lorsqu'on a des jeunes en face de nous, que faisons-nous ? Si c'est leur dire appelez le 0800 ou prenez rendez-vous à tel endroit, ils ne le feront pas, ils n'appelleront pas. Et dire que les espaces emploi ou les pôles emploi vont être acteurs, je veux le croire, mais il faut qu'ils en aient les moyens. Il faut qu'il y ait du personnel. Et du personnel sensibilisé. Sur notre agglomération, par exemple, nous avons une action spécifique. On va aller dans les quartiers, dans les centres sociaux. Et ce sont nos conseillers qui vont aller vers les jeunes. Parce que aller vers une structure pour un jeune, c'est aussi quelque chose de compliqué. Les accompagner, c'est bien. Leur donner leur chance, c'est impératif. Mais par contre, attention à ne pas distribuer de l'argent sans qu'il y ait de contrepartie derrière. Alors, vous dites que vous allez aller vers les jeunes au niveau de votre communauté d'agglomération qui est Valparisis, je rappelle. Tout à fait. Comment vous allez aller vers eux ? Est-ce que qui va vous signaler, tiens, tel jeune, il faut l'encadrer ? C'est tout l'avantage du maillage territorial. Si vous avez un bon travail, ce qui est notre cas avec les collectivités, les villes de l'agglomération, nous avons des espaces emploi, mais nous travaillons, je vous donne l'exemple du centre social par exemple, qui peut détecter un jeune qui a envie, qui a le contact, et là on va y aller. Il y a le bus de l'initiative qui va venir, on va faire des permanences dans les quartiers, donc c'est comme ça qu'on va réussir. Quand un maire ou un adjoint reçoit des jeunes qui veulent se lancer dans une aventure, eh bien, c'est là où on doit aller vers eux. Un enjeu, c'est les reprises de commerce, par exemple. On a tout un tas de jeunes qui seraient prêts à le faire, mais dès qu'il faut aller discuter, c'est compliqué. Voilà. Donc, aller vers, ça me paraît être quelque chose de très important. Merci Xavier Aquin. Je rappelle que vous êtes le maire d'Ermont et le vice-président de la communauté Valparisis délégué au développement économique. Autre information du jour, les salariés d'Office Dépôt seront pris par Alcor. C'est la décision du tribunal de commerce de Lille. Donc ça a été décidé hier. Ce repreneur de l'enseigne de fourniture de bureaux qui possède 60 magasins et emploie 1500 salariés, eh bien, en fait, le groupe Alcor s'engage à reprendre seulement 460 personnes dans la branche distribution et à proposer en interne des emplois à 370 salariés. C'est une décision du tribunal qui n'a pas apaisé les inquiétudes des salariés, car ça laisse à peu près 1000 salariés sur le bas-côté. En fait, il y avait à peu près 23 offres de reprise, dont celle de Monoprix, Franprix, Top Office, Lidl même, ou le discounter Maxilot, mais la plupart ne souhaitaient pas reprendre les magasins. Donc en fait, c'est pour ça que c'est Alcor qui a été choisi. C'est une coopérative qui comprend 157 associés créés en 1958 et elle s'est engagée, donc je vous le disais, à reprendre au moins 460 salariés d'Office Dépôt de la branche distribution et une cinquantaine de magasins. Voilà pourquoi elle a été choisie. C'est ce qui a été annoncé hier. Et puis enfin, dernière info du jour, c'est Opel qui débutera bien les tests du Zafira Life à hydrogène cette année. C'est le fer de lance de la stratégie hydrogène du groupe PSA. Et Opel envisage de tester ses premiers exemplaires avec une pile à combustible pour ce monospace. Responsable du programme des piles à développement au sein du groupe PSA, Opel dispose au sein de son siège social en Allemagne du centre de compétences appelé Hydrogen and Fuel Cells. S'appuyant sur le savoir-faire acquis par General Motors, son ancienne société mère, c'est le quotidien allemand Frankfurter Allgemeine qui l'a annoncé. Le développement est désormais suffisamment avancé, disent-ils, et la pile à combustible sera fournie par le spécialiste français Symbio. Et voilà, ce n'était donc pas la première fois qu'Opel travaille sur des véhicules à l'hydrogène, mais on a bons espoirs. Pour l'instant, les derniers essais disaient que l'autonomie allait jusqu'à 420 km.
On verra, quand les essais seront finis, quelle sera la puissance réelle de cette voiture. Xavier Aquin, vous êtes maire d'Ermont et responsable du développement économique de Valparisis. Est-ce que ça vous paraît l'avenir, l'hydrogène ? Alors c'est évident. C'est évident qu'on a des demandes très fortes. Vous savez, sur des entreprises qui veulent s'installer sur le territoire, une d'entre elles nous a parlé de pouvoir bénéficier d'une station d'hydrogène. C'est une des conditions. Donc ça veut dire que ça va dans le cours du temps. Et on y travaille très très fortement. Oui, c'est l'avenir. Vous voyez, c'est l'exemple type de l'écologie concrète. Là encore, nous, on n'est pas obligé d'en parler beaucoup, de dire on veut du vert, etc. Mais concrètement, installer ce genre de station, c'est encourager l'écologie, de rouler plus propre. Se dire qu'il n'y ait plus de voitures, c'est un leurre. Mais par contre, qu'elle roule le plus proprement possible, c'est extrêmement important. Ça coûte cher une station à hydrogène, oui. C'est beaucoup d'investissement. Est-ce qu'il faut beaucoup de place ? Alors pas forcément beaucoup de place, mais ce sont des techniques et des technologies très précises et très pointues, mais qui coûtent cher. Elles coûtent cher, mais à terme, on revient très vite sur son investissement. Et c'est là où c'est intéressant de discuter avec tous les pouvoirs publics, mais aussi avec ceux qui veulent s'installer, pour voir comment on peut faire des montages financiers. L'investissement, dans ce cas-là, il est très très intéressant, vraiment. Donc une bonne nouvelle, on peut dire finalement, enfin un bon espoir en tout cas pour la communauté d'agglomération Valparisis, qu'une station à hydrogène s'installe. C'est un très bon espoir, on y travaille ardemment. Et en fait, si c'était le cas, ça pourrait voir le jour en combien de temps on monte un projet de ce type ? C'est un projet un peu ambitieux, donc je pense que dans les 2 ans qui viennent. 2 ans ? Voilà. Ça vous paraît une bonne... Ça me paraît être raisonnable. Merci beaucoup Xavier Aquin pour ce commentaire. Voilà, c'est la fin de nos infos du jour. On va faire une petite pause et on revient dans quelques minutes avec bien sûr toujours Xavier Aquin et notre autre invité du jour pour parler influence sur les réseaux sociaux. À tout de suite.